Moussa Ngomouben Abignon, que la paix soit avec tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo ce matin ou à quelque endroit du monde. Soyez salués. Cette vidéo, elle a été inspirée par une série de faits d'actualité sur le continent africain et qui percute l'ensemble des situations, l'ensemble des préoccupations et l'ensemble des défis, à la fois politiques, géopolitiques, géoéconomiques de notre continent. La dernière situation est celle du Tchad. Au Tchad, en N'Djamena, dans les quartiers de Chagua, de Moursal, de Wali, dans les villes de Bongor, dans les villes de Kourma, dans les villes d'Abéché, 80 Africains ont été tués à balles réelles, des armes létales qui ont été utilisées pour tuer des Africains au seul prétexte et au seul motif qu'ils manifestaient pacifiquement. 80 citoyens de la République tchadienne, république proclamée en novembre 1958 et qui a obtenu ce qu'on appelait à l'époque l'indépendance, une indépendance octroyée en 1960, en août 1960. Quelques mois après celle de son grand voisin, pays ami et frère, le Cameroun, pays issu, oui, de la division coloniale de 1884 et des arrangements subséquents entre puissances coloniales. Au Tchad, on a tué. Au Tchad, on a versé du sang. Au Tchad, on a préféré à la vie d'un citoyen le pouvoir du fils de Déby. Au Tchad, le fils de Déby, Mahamat, qui a pris le pouvoir par un coup d'État militaire le 20 avril 2021, c'est-à-dire l'année dernière. Un coup d'État militaire, pourquoi? Le président Idriss Déby est mort. Quelques heures après l'annonce de la mort de Idriss Déby, du président Déby, un conseil militaire a installé à la tête de la République tchadienne. Pays qui, dans le préambule de sa constitution de 2018, et qui résultait d'un forum national qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de dialogue national, ce préambule qui faisait d'abord l'analyse, le constat froid, le constat glaçant, le constat macabre d'un pays qui a été attristé, d'un pays qui a été flagellé, d'un pays qui a été lacéré par 40 années de dictature, de coups d'État militaire et de sang versé. Dans ce préambule de la Constitution, les Tchadiens s'engageaient à respecter fidèlement les principes contenus, les principes de droits humains, de droits de l'homme, comme on le dit de façon générique, contenus dans la Charte des Nations Unies de 1945, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et de la Charte africaine des droits des peuples, qui, dans un certain nombre de leurs textes, les textes que je viens de citer, se prononcent formellement contre la répression des manifestations pacifiques. Aujourd'hui, au Tchad, le président, puisqu'il faut l'appeler ainsi, qui, de façon absolue, veut prendre la succession de son père, Mahamat Idriss Déby, utilise les mêmes méthodes. Il y a 2 jours, à Kinshasa, à la convocation du président en exercice de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, le président Tshisekedi de la République démocratique du Congo, les diplomates tchadiens, le gouvernement tchadien et son président, Mahamat Idriss Déby, le président usurpé de la République tchadienne, qui aurait pu rendre le pouvoir le 20 octobre dernier, le 20 octobre, puisque c'était la date prévue de la limite de la transition, qui était prévue de durer 18 mois et qui a été prolongée de 24 mois. Mieux, Mahamat Idriss Déby a choisi d'avoir la possibilité de se présenter à l'élection présidentielle. Voilà mon continent, voilà notre continent. Celui où des chefs d'État réunis à Kinshasa ne peuvent pas condamner, comme l'ont fait un certain nombre d'organisations, de lutte contre les violations des droits humains et contre la torture. Et une fois, et pour une fois, l'Union africaine
n'ont pas été capables, n'ont pas eu le cran, n'ont pas eu le courage politique de condamner la politique sanguinaire qui est celle du gouvernement de Mahamat Idriss Déby. Le président du Tchad a choisi de tuer. Le président du Tchad a choisi d'utiliser des armes létales contre son peuple. Et ce qu'il dit à la conférence des chefs d'État, c'est que son peuple, c'est Tchadien de Kourma, c'est Tchadien de Bongor, c'est Tchadien d'Abéché, c'est Tchadien de Moundou, c'est Tchadien de N'Djamena, dont les quartiers, ici je veux saluer les populations de Moursal, de Wali, de Chagua. Je veux saluer mes frères qui sont tombés, les 300 à 500 blessés qui sont dans les hôpitaux, ceux qui ont fait l'objet de déportation, ceux qui sont aujourd'hui n'ont plus de nouvelles, dont les familles n'ont plus de nouvelles. Ça se passe sur notre continent, ça se passe sur mon continent. Un continent où le président de la République française, M. Emmanuel Macron, est allé en N'Djamena en 2021, c'est-à-dire en avril-mai 2021, pour adouber, soutenir la forfaiture du Conseil militaire qui a installé à la tête du Tchad, pour des raisons prétendument sécuritaires, le fils d'un ancien président, le fils d'un président décédé, le fils d'un président qui était au pouvoir depuis plus de 30 ans. Et c'est pour cette raison qu'à Kinshasa, ceux qui aspirent, comme Touadéra, à manipuler la Constitution pour se maintenir ad vitam aeternam au pouvoir, ceux qui ont changé la Constitution au Cameroun en 2008, ceux qui, dans les autres pays africains, s'apprêtent à installer leurs fils au pouvoir, comme Denis Sassou Nguesso au Congo, et bien d'autres, ne veulent pas, ne peuvent pas condamner de façon ferme, assortie de sanctions irréversibles, l'État tchadien pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il a commis. C'est-à-dire tuer, c'est-à-dire utiliser des armes létales contre un peuple à main nue. Voilà ce qu'il faut dire. Vous savez, on a l'habitude de nous dire, à nous, des personnes engagées, des personnes qui sont concrètes de leur engagement, des personnes qui sont libres de leurs paroles, des personnes qui n'ont pas peur, oui, qui n'ont pas peur, que la marginalisation qui est implicite à notre engagement, que la mise en index qui est consubstantielle à notre engagement, que l'évitement qui est lié et corrélé à notre engagement, eh bien qu'il serait préjudiciable à nos vies, à notre mobilité sociale, au bénéfice que chacun d'entre nous et chacun d'entre vous pouvons tirer de contacts, d'amis, de réseaux, et surtout de l'argent et des biens que nous pourrions amasser si nous ne disions rien. Eh bien, je ne suis pas, eh bien, nous ne sommes pas faits de cette canne. Je ne veux pas faire partie de ces Africains qui se taisent. Je ne veux pas faire partie de ces Africains qui ferment les yeux quand un peuple est martyrisé, quand les concitoyens sont réprimés, quand des frères africains, des sœurs qui disent non à la forfaiture, comme au Tchad, ou quand des Camerounais, en septembre 2020, se sont mobilisés pour dire qu'il n'était plus question d'accepter que l'argent mobilisé pour la CAN, les fonds Covid-19, que la crise dans le nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, qu'on ne pouvait plus regarder en spectateur une situation qui se délitait, des personnes qui s'enrichissent du jour au lendemain. Aujourd'hui, au Cameroun, on veut saluer un ministre de l'économie, on veut saluer un ministre des Finances qui a découvert que les lignes 65 et 94 étaient des lignes frauduleuses, étaient des lignes qui faisaient l'objet de manipulations, étaient des lignes qui faisaient l'objet d'une saignée absolument incroyable et intolérable des finances publiques. Alors même que des Camerounais, ils sont 111 aujourd'hui dans les prisons du Cameroun, 111 dans les prisons du Cameroun, qui croupissent dans les géoles pour avoir dit non en 2020. Et pendant ce temps, il y a des opposants, entre guillemets, au Cameroun, qui estiment que ce sont des marches hasardeuses. Il y a des opposants qui estiment que eux, avec leur faconde et imbus de leur personnalité, eux, quand ils organiseront des manifestations pacifiques
ou des manifestations, ce ne sera pas le hasard, ce sera de l'organisation. Voilà ce que nous avons en Afrique centrale. Voilà ce que nous avons en Afrique. Des membres de l'opposition qui sont incapables de condamner la répression par les régimes en Afrique centrale de ceux qui manifestent pacifiquement et qui, dans un élan comme ça, entriste, dans un élan opportuniste, ont dit à leur peuple, ceux qui les ont élus au cours d'élections récentes, que c'est à l'Assemblée nationale, c'est dans les institutions que les changements seraient apportés. Alors même qu'ils savent, puisque certains d'entre eux, non seulement ont fait des études de sciences politiques, mais de droit public, mais en sont informés ou tout simplement en sont conscientisés. Ils savent que les modalités de l'action politique, de l'action citoyenne, bref, de celle d'un habitant d'un pays libre, puisque le Tchad et le Cameroun, les deux pays dont j'ai parlé ce matin, ont proclamé dans leur constitution, de façon constante, leur adhésion aux chartes que je venais de citer, celles des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme ou la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et dans ces textes qui sont reconnus, qui sont rattachés aux constitutions dans la hiérarchie des normes juridiques, c'est-à-dire que dans chaque pays, les textes qui ont été ratifiés sur le plan international prennent le pas sur les textes nationaux. C'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes juridiques, en droit public, en droit constitutionnel, de façon générale ou en sciences politiques. Et que dans ces pays, on peut violer allègrement, on peut tuer impunément, on peut réprimer de façon féroce son concitoyen et aller dans un sommet à Kinshasa, être sur des plateaux de télévision au Cameroun ou au Tchad et proclamer que ceux qui manifestent le font de façon hasardeuse ou appartiennent à une ethnie ou à une région du Cameroun ou du Tchad et qu'on ne saurait les soutenir pour cela. Voilà ce qui fait le lit des successions dynastiques sur notre continent. Voilà ce qui fait le lit des présidents qui ne veulent pas partir, des présidents qui sous toutes sortes de prétextes, des prétextes sécuritaires. Oui, les prétextes sécuritaires. Il y a Christopher Fomouniou ou un certain nombre d'experts, de personnalités qui, dans leurs analyses, quand il s'agit de voir les conditions dans lesquelles des pays africains pourraient assurer leur stabilité, eh bien, ils nous disent effectivement qu'il faut intégrer une dimension holistique, c'est-à-dire faire venir toutes les parties. C'est ça la dimension holistique, à la différence de la dimension individualiste. Eh bien, ils nous disent qu'il faut que pour des raisons sécuritaires, parce que c'est l'argument et c'est le paradigme du président Macron quand il est allé en N'Djamena, au Tchad, pour adouber celui qui à 37 ans est devenu général, celui qui à 37 ans est devenu président de la République de son pays, installé par un conseil militaire et donc qui a fait un coup d'État. Un coup d'État alors même que la Constitution, donc en dehors de tout cadre constitutionnel, Mahamat Idriss Déby est devenu président de la République de son pays. Au nom de quoi le même président tchadien peut prétendre aujourd'hui que le peuple tchadien qui manifeste de façon pacifique a fait un coup d'État. Et avec un argument imparable aujourd'hui pour ces dictatures qui s'installent sur le continent ou se réinstallent, c'est que les personnes qui manifestent sont coupables d'insurrection et de tentatives de prise de pouvoir avec le soutien de puissances étrangères. Quelle puissance! Mahamat Idriss Déby a été installé et adoubé par un certain nombre de puissances étrangères. On l'a vu, ce ne sont pas des supputations, ce ne sont pas des suppositions. Celui qui est venu installer Mahamat, celui qui était à ses côtés, c'est le président d'une puissance étrangère qui s'appelle la France. Et cela, mes chers amis, cela, cher peuple français, cher peuple africain, ce n'est ni le sentiment anti-français, ce n'est ni être contre un peuple, la France, un grand peuple, la France, un grand pays, la France, ce n'est ni être contre un grand pays, le Tchad ou le Cameroun, mais c'est regarder la vérité en face. La vérité en face, c'est quoi aujourd'hui sur notre continent? La vérité, c'est que nous acceptons tout et nous justifions tout. Nous justifions tout, mais nous n'arrivons pas à considérer que la vie d'un Africain vaut plus que le pouvoir d'un chef d'État. Nous n'arrivons pas à sanctifier la vie d'un citoyen africain. Et c'est notre problème, c'est notre combat. À titre personnel, c'est mon combat. C'est la sanctification de la vie de chaque Africain. En Afrique, on est prêt à accepter que les gens meurent. Parce que
ils sont de l'autre ethnie. En Afrique, on est prêt à accepter que les gens soient tués, comme à Mundu, comme à Bongor, comme à Marswa, comme à N'Djamena. En Afrique, on est prêt à accepter que les gens meurent. Parce que Idriss Mahamat Déby doit être président de la République. Au nom de quoi le fils d'Idriss Déby doit être président de son pays? Au nom de quoi le fils de Sassou, le fils de Biya, le fils de Obiang doivent être présidents de leur pays, alors même que la compétition démocratique, la compétition politique est obstruée par tant d'obstacles? Regardez la Centrafrique. Voilà un président qui est issu d'un processus de transition. Dans son pays, il y avait la guerre. Dans son pays, comme au Tchad, les années de tumulte, les années d'instabilité, les années de dictature, les années de parodie de pouvoir, les années de colonels, de généraux, de militaires, d'opérettes qui ont fait main basse sur les richesses du pays, qui ont pillé le pays. En Centrafrique, en 2014, Djotodia a dû céder son pouvoir. Et ensuite a été enclenché un processus de transition. Catherine Samba Panza a pris les rênes du pays et un homme, professeur d'université de mathématiques émérite, Faustin Touadéra, est arrivé au pouvoir. La Centrafrique avait donc un consensus pour mettre fin progressivement à ce qu'il avait plombé, c'est-à-dire une guerre civile, une guerre fratricide, une guerre où sur le continent africain, des religions importées, le christianisme et l'islam divisaient des enfants de l'Afrique. Eh bien, entre Séléka, entre Antibalaka, on a commencé progressivement à avoir un apaisement. Et un homme, Touadéra, en a eu le bénéfice. Il est devenu président de la République de son pays, la République centrafricaine. La République chère à Barthélemy Boganda, qui malheureusement n'a pas pu voir l'accession à l'indépendance de son pays. Lui, le chantre panafricain, le chantre du panafricanisme, le chantre des États-Unis d'Afrique latine, comme il appelait, c'est-à-dire une union entre tous les pays qui étaient en Afrique centrale. Lui, le chantre de Kouanakwa, celui qui disait que tout homme est homme, en référence à la charte du Mandé de Soundiata Keïta ou aux principes anciens et ancestraux des droits de l'homme sur le continent africain. Eh bien, dans ce pays, le pays de Boganda, Touadéra, devenu président, a, comme très souvent, quand on installe des personnalités à la tête de l'État, des personnalités qui viennent avec de grandes intentions, de belles intentions, eh bien, au fil du temps, Touadéra a pris goût au pouvoir. Au fil du temps, Touadéra s'est vu calife. Au fil du temps, Touadéra s'est vu roi. Au fil du temps, Touadéra s'est vu empereur. Au fil du temps, Touadéra s'est vu celui qui, comme Bokassa, va régner de façon éternelle sur son pays, sur son peuple. Touadéra a consulté le Conseil constitutionnel de son pays, la Centrafrique, dont je salue la bravoure, la ténacité, l'intégrité des membres, au premier rang desquels la présidente du Conseil constitutionnel de Centrafrique. Touadéra a consulté cette instance constitutionnelle et juridique et judiciaire. Eh bien, après avis défavorable de ce Conseil, il s'est mis en tête de démanteler le Conseil constitutionnel de son pays. Il s'est mis en tête de virer, de débarquer la présidente du Conseil constitutionnel de son pays. Parce que Touadéra sait très bien que nous, Africains aujourd'hui, notamment d'Afrique centrale et d'un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, Touadéra sait très bien qu'il suffit de se dire anti-français pour manipuler la Constitution. Il suffit de se dire anti-français pour installer son enfant au pouvoir. Il suffit de se dire anti-français et faire venir une milice militaire russe, Wagner, pour être celui qui va être empereur, qui va demeurer à la tête de l'État et avoir les youyou, les applaudissements de ceux même qui condamnaient hier les manifestations violemment réprimées sur le continent, qui condamnaient hier les dictatures et qui sont prêts à accepter un chef d'État africain qui manipule la Constitution,
qui veut débarquer la présidente du Conseil constitutionnel qui lui a dit non. Voilà l'Afrique que nous voulons bâtir aujourd'hui. Une Afrique où on n'est plus capable de recul, d'analyser la complexité dans le sens du peuple. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le type, le monsieur qui est au Tchad, le monsieur qui est au Tchad, le monsieur qui est en Centrafrique, le citoyen, le frère et sœur africain, les frères et sœurs de tous nos pays africains, leur vie compte moins que ce que Touadéra, ce que Déby et les autres veulent faire. Leur vie compte moins que cela. Voilà le continent que nous voulons. Oui. Le continent que moi, en tant que fils de l'Afrique, je ne veux pas. Au bout de la 5e personne. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, quand nous nous engageons et nous menons des actions, des frères et sœurs et un certain nombre de personnalités ou de personnes nous disent que nos affaires, nos initiatives, nos actions ne pourront prospérer car nous serons mis au banc, marginalisés, ostracisés. Vous savez, pour ceux qui me connaissent depuis de longues années et puis pour ceux qui m'ont connu récemment, vous savez que je fais partie de ceux qui disent que on est petit, mais on n'est pas bas. Qui disent que le plus urgent et le plus essentiel, c'est de rester libre, mais pas d'être important. Nous ne voulons pas être importants. Ça ne m'intéresse pas d'être important. Ce qui me préoccupe, c'est d'être libre. Ce qui me préoccupe n'est pas d'être adoubé par les chefs, les rois, les puissants. Ce qui me préoccupe, c'est d'être libre. La liberté est fondatrice, la liberté est révélatrice, la liberté est émancipatrice. Et c'est la liberté qui amène les peuples à dire non. C'est la liberté qui amène les peuples à s'engager. C'est la liberté qui amène des manifestants pacifiques à dire à un dictateur potentiel, à un dictateur assumé, à un dictateur en puissance, que nous sommes là pour surveiller. Nous sommes là pour dire non. Nous sommes là pour encadrer. Nous sommes là pour que les cadres constitutionnels soient respectés. C'est cela. Être libre, mais pas important. Le modeste fils de l'Afrique, qui est Moundé Ndjimba, ne veut pas être important. Il veut être libre. Le modeste fils de l'Afrique, qui est Moundé Ndjimba, comme beaucoup d'autres, comme des millions d'autres, sont petits, mais ne veulent pas être bas. Parce que la liberté, les hommes libres cherchent leur bonheur à l'intérieur d'eux-mêmes. Le bonheur étant un produit de l'intégrité, c'est-à-dire d'une forme de cohérence, d'une forme même d'ascèse, sur le plan moral, sur le plan intellectuel, surtout de la cohérence. Et que pour pouvoir atteindre la forme de l'être, si ce n'est le bien-être spirituel, oui, pour pouvoir atteindre ces éléments-là qui sont chers à ceux qui sont libres, il faut avoir son âme nette et saine, comme je le disais tout à l'heure, pas dans une forme de puritanisme moral, mais en forme de cohérence. Et notre cohérence, c'est quoi? Ma cohérence, c'est quoi? C'est que quand, à Paris, en France, nous avons, il y a plusieurs années, dénoncé de façon ferme, pacifique et organisée un certain nombre de faits qui étaient liés au passé colonial français en Afrique et qui avaient des survivances, des réalités structurelles dans notre vie d'Africains aujourd'hui. Il y a quelques années, on se moquait de nous. On estimait que nous sommes des illuminés. On estimait que nous sommes des rêveurs utopistes. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans en arrière. Et aujourd'hui, ce sont des thèmes structurants, c'est-à-dire la fin des bases militaires françaises en Afrique, la fin du franc CFA, la renaissance africaine qui n'est pas une renaissance de chefs d'État qui achètent des médias, achètent des activistes, les corrompent pour qu'ils deviennent subitement des panafricanistes, mais une renaissance africaine qui s'appuie à la fois sur le plan intellectuel, sur un certain nombre de prescriptions, d'exhortations et de lectures d'intellectuels, de penseurs africains, que ce soit Fanon ou que ce soit Cheikh Anta Diop,
sur la question de la conscience historique, sur la question du dialogue fécond avec le patrimoine et sur la question de l'action tous azimuts et de la traduction concrète de ce qui résulte de la conscience historique et du dialogue fécond avec le patrimoine, mais aussi d'un pan encore plus important, puisqu'il s'agit justement d'un civisme actif, c'est de l'engagement des citoyens africains. Et que cet engagement des citoyens africains, il est obstrué par trois choses aujourd'hui. Les successions dynastiques qui sont en cours au Cameroun, au Tchad, au Congo, en Guinée équatoriale et dans un certain nombre de pays africains, le refus manifeste d'accepter que la manifestation pacifique soit une modalité permanente de l'action citoyenne, de l'action politique. Les modes conventionnels sont ceux parfois répertoriés dans les constitutions. C'est des partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage. Ça, c'est à l'occasion des élections diverses, présidentielles, législatives, municipales ou régionales. Mais aussi la possibilité pour chaque peuple, chaque citoyen, d'exprimer son courroux, sa colère, mais aussi sa dénonciation de la manière dont il est dirigé par des pétitions, par des mouvements, par une manifestation. En 1990, au Cameroun, un train de loi, dite loi des libertés, a mis fin à un état d'exception. Un état d'exception qui résultait de la guerre que la France, État français, a menée contre ceux qui voulaient l'indépendance réelle au Cameroun. Cet État a tué, cet État a gazé. Plus de 400 000 Camerounais dans la Sanaga maritime, dans l'ouest et dans une lisière du nord-ouest Cameroun sont morts. Parce que l'État français, l'armée française ne voulait pas que Oumniobé, Ernest Wandier, Osende Afana, Abel Kingé, Félix Roland Moumier, pour les plus emblématiques, parce qu'ils étaient les porte-voix de millions de Camerounais, de millions même d'Africains, puisqu'ils avaient rejoint un mouvement panafricaniste qui aspirait à la libération du continent africain. Ces modalités de l'action politique, de l'action publique et citoyenne sont celles qui permettent en France, aux États-Unis et dans un autre pays, aux mouvements, aux citoyens, aux organisations de s'exprimer. Aux États-Unis, il y a les élections, mais il y a aussi le mouvement pour les droits civiques. En France, il y a les élections, mais il y a aussi des manifestations qui pèsent, qui font peser ou qui font basculer dans un sens positif les positions d'un gouvernement. Eh bien, au Tchad, pour faire la boucle, comme au Cameroun en septembre 2020, c'était cela. C'était des citoyens qui sont en mesure d'exprimer leur liberté. Parce que, suivez le fil, j'ai dit que être libre est le plus important. Être libre est plus important qu'être 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 important. Il faut le marteler. Il faut que ce soit un leitmotiv. Parce qu'on a appris, on nous a inculqué la peur, on nous a inculqué la veulerie, le larbinisme. Et en moi, on m'a dit, il y a quelques mois, quelques années, que la mise en place du réseau Afrique 6e région assorti de la Maison des Camerounais de France serait un projet qui n'irait pas loin parce que je suis étiqueté, je suis repéré comme activiste, comme quelqu'un effectivement libre de ses positions. Mais aujourd'hui, grâce à ce que nous faisons, grâce à ce que j'ai pu porter, 6652 Africains ont pu être sortis d'Ukraine et aux frontières avec l'Ukraine entre mars et juin 2022. 6652 Africains. Parmi 6652 Africains, il y a 1186 que nous avons accueillis en France. Et parmi ces 1186, il y a 480 étudiants. Mes chers frères et sœurs, être libre est plus important qu'être important. Grâce à notre liberté, grâce à notre cohérence, grâce à notre détermination, nous avons pu obtenir pour nos frères et sœurs africains qui étaient discriminés sur les territoires européens, qui étaient ostracisés, dont le statut de déplacé d'Ukraine était dénié.
eh bien, nous avons pu obtenir pour eux un certain nombre d'avancées concrètes. Ce n'est pas la oula, c'est du concret. Et c'est parce que nous sommes restés cohérents. C'est parce que nous sommes restés droits dans nos bottes. Nous n'avons pas flanché. Nous n'avons pas vendu notre âme. Nous l'avons laissée nette et saine, en cohérence avec les principes, à la fois de la renaissance africaine, du panafricanisme vrai, pas celui des chefs d'État qui achètent les médias. Nous sommes restés fidèles à une conviction. C'est qu'il ne faut pas se coucher. C'est qu'il ne faut pas se planquer. C'est qu'il ne faut pas se défausser. Quand on est un homme libre, être libre est plus important qu'être important. Être libre est plus important qu'être important. Nous avons choisi le chemin de la liberté. On peut nous refuser de l'accompagnement, de l'aide matérielle et financière, des subventions, mais jamais nous ne serons des Africains qui tendront la main ou la sébile. Nous ne serons des Africains qui se mettront à genoux. C'est totalement exclu. Totalement exclu parce que quand je vois ce qui se passe au Tchad, quand je vois ce qui se passe à Moundou, à Bongor, à Kourma, à Abéché, à N'Djamena, dans les quartiers emblématiques de N'Djamena, de Chagua, de Marsoual, de Chali, eh bien, je ne peux pas me défausser. Je ne peux pas me planquer. Je ne peux pas fermer les yeux devant un président qui a été installé par un coup d'État militaire le 20 avril 2021, adoubé par Paris, par Emmanuel Macron, qui est venu à N'Djamena pour nous dire que c'était la meilleure solution pour le Tchad. Voilà la conséquence. La conséquence, c'est qu'il y a déjà 80 Tchadiens qui sont morts. Il y a 300 blessés. Les Tchadiens sont torturés. Les Tchadiens sont pourchassés. Les Tchadiens sont flagellés. Être libre est plus important qu'être important. Être libre est plus important qu'être important. Ce message de liberté, nous allons le porter, le proclamer, pour que ce panafricanisme concret, ce panafricanisme qui n'adoube pas les chefs d'État pilleurs, les chefs d'État qui veulent conserver le pouvoir pour leurs fils. Oui, à Kinshasa, on a refusé de condamner le Tchad. On a refusé de condamner le gouvernement tchadien. On a refusé de condamner l'État tchadien. Mes chers frères et sœurs, parce que les présidents qui sont dans la salle veulent que leurs fils soient des successeurs, ne veulent pas que les manifestations pacifiques soient une modalité de l'action publique, politique et citoyenne sur le continent africain. C'est pour cette raison que la CEAC qui a moins de cran qu'en Afrique de l'Ouest, la CEAC a littéralement adoubé une seconde fois. C'est une deuxième mort pour le peuple tchadien depuis le 20 avril 2021. C'est l'absence de courage politique, c'est l'absence de cran de nos chefs d'État, s'il faut les appeler ainsi, à condamner l'inacceptable, à condamner la veulerie, à condamner la torture, à condamner la dictature militaire, à condamner les coups d'État institutionnels, constitutionnels et militaires. Parce que, je le redis et je le répète ici, ce qui s'est passé au Tchad le 20 avril 2021 n'est rien d'autre qu'un coup d'État militaire. En dehors de tout cadre constitutionnel, on a installé à la tête de l'État tchadien le fils d'Idriss Déby. On a piétiné le préambule de la constitution du Tchad, issu du Forum national d'avril 2018. On a piétiné ces principes contenus dans le préambule pour installer le fils. Et c'est ce fils aujourd'hui qui est à la tête de cet État qui tue, qui réprime ses concitoyens. L'État tchadien. L'État tchadien est coupable d'avoir tué, d'avoir réprimé, d'avoir versé le sang de ses citoyens pour la seule gloire, pour le seul pouvoir, pour la seule éternité de la famille Déby, aujourd'hui représentée par le fils Déby, Mahamat, à la tête de l'État tchadien. Ce qui se passe au Tchad et au Cameroun, où effectivement, on nous dit et on nous prédit la succession d'un président par son fils, un fils dont on ne connaît pas la voix, un fils dont on ne connaît pas les idées, un fils dont on ne connaît pas les états de service. On nous dit que dans notre pays, le Cameroun, un Bamileke ne sera jamais président. On nous dit dans notre pays, le Cameroun, que le mouvement MRC est un mouvement de Bamileke, que l'UPC est un parti de Bassa, etc., etc. Mais on nous dit que le fils de Paul Biya
pourra devenir président par la seule vertu d'avoir été le fils de Paul Biya. Et il y a des Camerounais qui l'acceptent. Des Camerounais qui n'osent pas condamner les manifestants, la répression sanglante des manifestants pacifiques de 2020, parce que pour eux, une succession dynastique peut être la solution pour le Cameroun. Je le dis pour que nous puissions réfléchir ensemble. Je le dis pour que nous puissions réfléchir ensemble. Est-ce que c'est ce destin que nous voulons pour le continent africain? Est-ce que c'est ce destin que nous voulons pour le Cameroun? Est-ce que c'est ce destin où les présidents s'asseyent dans un sommet à huis clos qui dure à peine 2 heures, au lieu que le rapport qui a été fourni, produit par l'Angolais, représentant plénipotentiaire des chefs d'État, qui est venu au nom de la CAC au Tchad, au lieu que ce rapport soit l'occasion pour le continent africain, dans sa partie centrale, de dire non à ce qui semble devenir l'évidence, les enfants de chefs d'État qui deviennent présidents, au lieu que ce soit l'occasion, eh bien, on a encore renforcé l'État tchadien dans sa logique qui est celle de réprimer ses enfants, sa logique qui est celle demain de tuer ses enfants, sans que Mahamat Idriss Déby soit rappelé à une chose, le respect strict de ses engagements à céder le pouvoir depuis le 20 octobre dernier, le respect strict des termes de la transition et l'interdiction de se présenter à l'élection présidentielle. Parce que le mécanisme, on l'a connu, on l'a vu au Togo avec Faure Gnassingbé Yadema, qui est déjà installé comme son père depuis longtemps à la tête de l'État togolais. Le mécanisme, c'est quoi? Première étape, on valide un coup d'État militaire sous prétexte de préoccupations sécuritaires. On valide un coup d'État militaire le 20 avril 2021. Un conseil militaire installe à sa tête le fils du président défunt, donc c'est-à-dire Mahamat Idriss Déby. On organise une sorte de comédie comme ça géante, d'opérette qui s'appelle le Grand Dialogue National, au terme duquel tous les termes déjà préalablement écrits sont proposés à des citoyens, à des plénipotentiaires, à ceux qui sont adoubés par le régime ou le système mis en place depuis avril 2021. On leur propose une charte de la transition qui viole impunément les termes préalablement adoptés, qui disait que la transition dure 18 mois, donc jusqu'au 20 octobre 2021, jusqu'au 20 octobre 2022, et que le président en place, Mahamat Idriss Déby, n'a pas le droit de se représenter. Eh bien, voilà la situation. La situation, c'est que Mahamat, demain, dans une élection qui sera truquée, manipulée, deviendra le président de la République du Tchad. Dans une élection qui sera cornaquée, dans une élection où le Conseil constitutionnel tchadien ne pourra pas dire, puisque le Conseil constitutionnel tchadien a été mis en veilleuse par le coup d'État militaire du Conseil militaire du 20 avril 2021, eh bien, ce Conseil constitutionnel ne pourra que proclamer le fils Déby à la tête du Tchad. Et on sera parti pour 30 années encore, comme au Cameroun. On sera parti pour des années encore avec le fils Biya, comme au Congo, en République du Congo. On sera parti pour 30 ans avec le fils Sassou, comme en Guinée équatoriale. Voilà l'Afrique que nous voulons. Voilà l'Afrique que nous supportons. Voilà les chefs d'État que nous soutenons. Voilà la logique que nous soutenons sur notre continent. On est prêt à condamner son frère de l'autre ethnie. On est prêt à fermer les yeux sur la répression des manifestants pacifiques. Mais on applaudit des 4 mains, on applaudit des 20 mains, les fils de chefs d'État qui usurpent le pouvoir, qui font des coups d'État constitutionnels, qui font des coups d'État militaires, quasi militaires, pour s'installer durablement à la tête de nos États. Être libre est plus important qu'être important. Être libre est plus important qu'être important. Il faut le rappeler à nos enfants, aux plus jeunes, à qui nous devons traduire, à qui nous devons transmettre, à qui nous devons transcrire, à qui nous devons porter ce message de la liberté du citoyen africain, qui, depuis des millénaires, a été ensauvagé par la traite blanche, barbare, dite traite négrière, qui a été littéralement assiégé, qui a été
transformé, aliéné par la période coloniale, qui aujourd'hui subit à la fois les dominations de la période postcoloniale, mais aussi les dépendances de la période actuelle. Les dépendances, où un continent est incapable de s'assumer sur le plan militaire et sécuritaire, où la seule alternative pour notre continent, c'est d'aller du côté de Moscou ou de Paris ou de Washington, où la seule alternative pour notre pays, c'est d'aller quémander la farine de blé devant Poutine, où la seule alternative pour notre continent, c'est d'attendre que Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, vienne sur notre continent pour nous promettre des cacahuètes, qu'on attende que le président Macron organise des sommets à Montpellier en désignant Achille Mbembe et d'autres comme ses plénipotentiaires pour les applaudir et voir comment le soft power, la diplomatie, la géopolitique occidentale et russe sont en train de se battre. La géopolitique chinoise et russe sont en train de se battre et françaises et occidentales sont en train de se battre sur notre continent, alors même que les paradigmes sécuritaires. Où est la doctrine militaire de l'Union africaine? On nous avait dit il y a quelque temps, on nous avait dit il y a quelques années que la force militaire en attente était la préfiguration de cette défense africaine appelée de tous les vœux par Joseph Kisserbo, appelée de tous les vœux par Kwame Nkrumah à son époque, appelée de tous les vœux par ces penseurs qui estimaient que si nous n'avons pas de paradigme nouveau, formellement inscrit dans le marbre de nos cerveaux, de notre conscience, eh bien, nous serons toujours les laquais, les carrosses, les serfs, les esclaves du monde. Nous avons choisi cela. Et au détour de manipulation, de rhétorique langagière, de propagande officielle, on nous explique que les chefs d'État qui sont remplacés par leurs fils sont ceux qui assurent la stabilité de notre continent. Est-ce qu'en Tanzanie, est-ce qu'au Malawi, est-ce qu'au Nigeria, la mort de chefs d'État récente a été une mort qui donnait le prétexte à ces pays d'installer les fils de Yaradua au pouvoir ou de Magufuli au pouvoir en Tanzanie? Non, il y a une alternative sur le continent africain. Le Malawi, la Tanzanie et le Nigeria n'ont pas choisi cette voie veule, mensongère, manipulatrice de l'installation à la tête de nos États, de fils de chefs d'État, de coups d'État militaires pour être des pays stables. Et même par certains côtés des pays prospères, puisqu'on l'a vu dans le cas du Botswana. J'aurai l'occasion, puisque à votre demande forte, vous avez demandé que je puisse reprendre les directs citoyens, j'aurai l'occasion de revenir sur cette manipulation grotesque depuis des années, depuis de nombreuses années, de notre continent, des cerveaux africains sur la question de la stabilité. Et c'est au nom de cette stabilité qu'on a des chefs d'État qui mettent 50, 60, 70 ans au pouvoir. C'est au nom de cette stabilité qu'on a des chefs d'État qui se font remplacer par leurs enfants. C'est au nom de cette stabilité que Mahamat Idriss Déby est installé au Tchad depuis avril 2021. C'est au nom de cette stabilité qu'on accepte tout et n'importe quoi sur notre continent. Eh bien, parce que être libre est plus important qu'être important, parce que être libre est plus engageant qu'être important, parce que les hommes libres cherchent leur bonheur à l'intérieur d'eux-mêmes et que le bonheur est un produit de l'intégrité. Il faut avoir atteint, comme je le disais tout à l'heure, la forme supérieure de l'être, si ce n'est du bien-être spirituel, pour avoir l'âme nette et saine. Pas une âme nette et saine de quelqu'un qui se prétend moralement et spirituellement pur, mais quelqu'un qui est cohérent, qui est en cohérence avec des principes de liberté. On ne peut plus avoir des constitutions qui sont des sortes de copier-coller de constitutions étrangères, des constitutions américaines, françaises ou que sais-je encore, dont on ne respecte ni la lettre ni l'esprit. Ce n'est plus possible sur notre continent. Autrement dit, la Constitution devient simplement un faire-valoir, un prétexte pour des chefs d'État. Je le répète encore ici, pour que les fils de chefs d'État, il faudrait que sur notre continent, le président sache, et les fils avec, qu'un enfant de chef d'État n'a le droit de se présenter à la tête de l'État qu'après 2 mandats après son père. Parce que, pourquoi je le dis? Nous avons un continent où, quand on a le pouvoir, on a tout. On a l'armée, on a la police, on a le budget. Donc, on a l'argent. On est en mesure d'acheter. On est en mesure de corrompre. On est en mesure de cornaquer. On est en mesure de soumettre.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un parti comme le Rassemblement démocratique du peuple camerounais au Cameroun, il est représenté sur l'ensemble du territoire parce que le préfet et le sous-préfet sont dans le parti. Parce que le gouverneur est dans le parti. Et que cet avantage-là va être mis au service du fils du président défunt ou du président qui s'en va. C'est ça la réalité, c'est ça la cohérence. Un parti qui s'installe, le parti du président en poste, en place, qui utilise les moyens de l'État, les véhicules administratifs, le budget de l'État, le budget d'investissement public, le budget de l'État de manière générale, pour tirer avantage de sa main mise sur le pouvoir, est un parti qui va utiliser sa machine, son implantation au service du fils du chef. C'est pour ça qu'il est important qu'après un président sur le continent africain, que son fils puisse attendre un certain nombre de mandats avant de se présenter. C'est une proposition forte que nous souhaitons faire dans le cadre d'un ensemble d'élections sur le continent africain, puisque avec un certain nombre de compatriotes, qu'ils soient camerounais ou africains, avec un certain nombre de frères et sœurs panafricains, nous souhaitons désormais, en mettant en place un média qui ne soit pas un média acheté, manipulé, mais un média soutenu par des Africains, qui serait un média qui veillerait à ce que les principes et les valeurs essentielles du panafricanisme soient respectés. Pas un panafricanisme où on soutient les fils de chefs d'État. Pas un panafricanisme où on soutient les chefs d'État qui assurent leur longévité au pouvoir grâce à la répression, grâce à la manipulation de la Constitution et grâce aussi à l'ostracisation des citoyens. Et aussi, ces journalistes, ces hommes de médias africains que nous allons mobiliser dans le cadre de ces médias seront ceux également, parmi, que ce soit les hommes politiques ou les citoyens engagés, ceux qui feront peser un certain nombre d'idées dans les élections qui auront lieu sur le continent africain. C'est-à-dire quoi exactement? C'est-à-dire que cette question, par exemple, de la succession dynastique, il faut qu'on pose le problème sur le plan panafricain, de manière générale sur le continent. Est-ce que celui qui a le droit, comme tous les citoyens, c'est-à-dire son fils, de se présenter à l'élection, peut se présenter immédiatement après son père? Nous disons, nous, non. Pourquoi? Parce que ces enfants bénéficient du système installé par leur père, du système qui profite des avantages de l'État, du système qui utilise les véhicules de l'État pour faire campagne, du système qui profite de l'installation, de l'administration, de l'installation administrative, du maillage administratif du terroir pour que les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, ce qu'on appelle communément les autorités administratives, soient celles qui permettent, pour le cas du Cameroun, par exemple, à Franck Biya, demain, d'être le président de la République du Cameroun, ou pour le cas du Tchad, à Mahamat Déby, de pouvoir tuer, réprimer de façon sanglante son peuple et d'être au pouvoir, ainsi qu'en Guinée équatoriale, au Congo ou dans un certain nombre de pays africains. Voilà structurellement le travail qu'il faut faire auprès des masses africaines. Il ne faut plus que les Africains pensent qu'ils sont les spectateurs, ils sont simplement les habitants de leur pays. Vous n'êtes pas simplement les habitants d'un pays, vous êtes des citoyens d'un pays. Un citoyen, ça s'exprime. Un citoyen, ça manifeste pacifiquement. Un citoyen, ça participe. Un citoyen, ça dit non ou oui. Et quand vous avez dit oui, parce que vous avez une motion de soutien pour le président Biya, il faut permettre à un citoyen qui dit non au président Biya de pouvoir exercer librement son droit de manifester et de dire non. Donc voilà pourquoi nous avons choisi ce matin, ça faisait très longtemps que je n'ai pas pu faire de direct citoyen, parce que, évidemment, vous savez, la toile est saturée de toutes sortes de vidéos et de vidéos en direct, et parfois, les messages qui semblent être des messages structurels importants et denses se passent comme ça à la trappe. Eh bien, nous allons, sous d'autres formes, reprendre ce travail citoyen, ce travail panafricain. Mais surtout, je veux saluer ici, pour terminer cette vidéo en direct, l'ensemble des 180 bénévoles du réseau Afrique 6e Région et de la Maison des Camerounais de France qui, depuis le 1er mars 2022, ont pu permettre que nous évacuions 6652 Africains à partir de l'Ukraine, c'est-à-dire à Kherson, à Oujhorod, ou aux 5 postes frontières avec la Moldavie, la Roumanie, la Slovaquie, la Pologne et la Hongrie. Ces 5 postes frontières ont permis que nous puissions évacuer 6652 Africains de ce territoire qui est en guerre après l'invasion russe du 24 février 2022, et bien que nous puissions les évacuer
les accueillir où nous sommes en diaspora sur les territoires européens et puis surtout ici en France. Je veux dire merci à tous ces bénévoles, à tous ces Africains qui ont pu héberger chez eux, dans leur maison, des Africains qu'ils ne connaissaient pas la veille, ces Camerounais, ces Togolais, ces Tchadiens, ces Zimbabwéens, ces Sud-Africains, ces Sénégalais, ces Ivoiriens qui ont pu être bénéfiques, qui ont pu s'engager pour que nos frères et sœurs ne dorment pas à la belle étoile, ne dorment pas dans la rue. Eh bien, je veux les saluer ici. Je veux saluer tous ceux qui ont permis que les enfants d'Afrique soient accueillis dignement, s'inscrivent dans les universités pour pouvoir poursuivre leurs études. Aujourd'hui, nous sommes à 330 qui sont accompagnés et 115 qui sont déjà inscrits. Nous poursuivons ce travail dans le cadre du réseau Afrique 6e Région avec l'ensemble des bénévoles, l'ensemble des soutiens, l'ensemble des contributeurs. Je veux saluer tout cela. Je veux vous redire ici que notre engagement à être libre plutôt qu'important est sanctifié. Nous ne voulons baisser la tête, courber les chines, nous mettre à genoux devant personne. Nous voulons respecter tous ceux qui respectent l'action citoyenne sur le continent africain et par ailleurs. Nous voulons saluer tous ceux des autorités qui respectent la parole libre, la pensée libre et qui ne l'assortissent pas, ne l'indexent pas à un soutien, à un apport, que ce soit structurel ou conjoncturel, qu'il pourra apporter à des organisations. Nous voulons saluer cela et redire à tous ceux qui se méprenaient à notre sujet que nous n'avons besoin de faire de salam alek à personne pour mener nos projets. Nous n'avons besoin de faire de salam alek à personne pour porter haut les couleurs de l'Afrique sur le continent ou en dehors, en diaspora. Nous n'avons besoin de faire les salam alek à personne pour mener à bien les projets qui sont portés depuis. Être libre est plus important qu'être important. Être libre est plus important qu'être important. Je l'ai rappelé au cours de cette vidéo en direct aux manifestants pacifiques au Tchad qui ont été tués, mutilés, qui ont été tués avec des armes létales par le gouvernement tchadien de M. Mahamat Déby et de Saleh Kedzabou, qui portent sur leurs mains le sang de leurs concitoyens qui ont été tués à Bongor, à Moundou, à Béché, qui ont été ceux qui ont promis au peuple tchadien de rendre le pouvoir le 20 octobre dernier, après 18 mois de transition, qui l'ont prolongé à 24 mois en piétinant allègrement les termes du préambule de la Constitution du Tchad de 2018, qui résultait pourtant d'un consensus national, qui ont piétiné allègrement les dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme ou de la Charte africaine des peuples, des droits des peuples, eh bien, qui l'ont piétiné. Je veux saluer le peuple tchadien et dire au peuple tchadien que partout où nous sommes, partout où ils sont, nous sommes de tout cœur avec eux. Nous sommes de tout cœur avec les Tchadiens, les Camerounais, les Congolais, tous les Africains qui refusent les successions dynastiques sur notre continent, où l'on utilise les appareils des partis politiques installés, les partis États, où l'on utilise le budget de l'État, où on utilise les moyens de l'État pour installer de façon longue, de façon permanente, de façon éternelle les chefs d'État et qu'à la suite, leurs enfants puissent prendre le pouvoir. Nous voulons dire à tous ceux qui pensent qu'être libre est plus important qu'être important, que nous sommes intrinsèquement liés à eux, que nous sommes fraternellement liés à eux et qu'il ne faudrait jamais renoncer à sa liberté pour de l'argent, pour un poste, pour une gratification tout simplement. Le plaisir de saluer un ambassadeur, un ministre, un préfet, un sous-préfet ou un dirigeant ou un président, voire. Pour nous, l'Afrique est plus importante, l'Afrique des libertés, l'Afrique des droits, l'Afrique de la prospérité, l'Afrique des solidarités. Et cela n'est pas une Afrique où on utilise le prétexte d'être contre la France pour manipuler la Constitution. Ce n'est pas une Afrique où on utilise le prétexte d'être contre la France pour rester éternellement au pouvoir. Ce n'est pas un prétexte, ce n'est pas une Afrique où on utilise le prétexte d'être contre la France pour tuer 80 citoyens tchadiens dans les rues de N'Djamena, d'Abéché, de Marsoua ou d'Abéché et faire venir des milices russes ou que sais-je encore. Je suis formellement et de manière engagée contre cette manipulation africaine qui consiste à prendre le prétexte d'être contre la France pour s'installer au pouvoir. Je dénie à tous ceux qui le font le droit de tuer leur peuple, le droit d'assassiner, le droit de mutiler leur peuple parce qu'ils veulent rester au pouvoir. Et pour cela, nous allons assurer, comme d'autres Africains, modestement la veille. Je l'ai dit dans une partie de cette vidéo, nous sommes petits, mais nous ne sommes pas bas. Nous sommes libres, mais nous ne sommes pas importants. Ce n'est pas le plus important. Être libre est plus important qu'être important. Nous sommes Ben Abignon, paix sur l'ensemble du continent africain.